J'ai grandi dans un endroit appelé Athabasca, une petite ville canadienne située à quelques heures de route d'Edmonton, en Alberta, nichée le long d'un méandre de la rivière. C'était un endroit formidable. Environ 4 à 5 mois par an, la ville se transformait en véritable paradis hivernal. Naturellement, les sports d'hiver occupaient une place énorme dans ma vie, comme toutes les autres activités liées à la neige. Construire des bonhommes ou se lancer dans des batailles de boules de neige avec mon ami d'enfance qui habitait plus bas sur la 52e rue était monnaie courante. L'Alberta, c'était chez moi. Je pensais sincèrement que le plus loin que je déménagerais un jour serait Edmonton pour le boulot, mais la vie en décida autrement. Mon choix de carrière m'emmena finalement bien plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui, je vis et je travaille à Melbourne, en Australie. J'y ai emménagé en 2007. J'y avais rencontré une femme, m'étais marié et nous avions décidé de nous y installer et d'y fonder un foyer. Comme ma famille pouvait plus facilement voyager que celle de ma conjointe, ils vinrent à Melbourne 1 ou 2 fois par an pendant les premières années de vie de leurs petits-enfants. Mes enfants n'avaient entendu parler du pays d'origine de leur papa qu'au travers d'histoires. Et surtout, ils n'avaient jamais vu de neige. Ma fille, Angie, avait 6 ans et mon petit garçon Zach en avait 4, lorsque ma femme et moi avons décidé qu'il était temps de remédier à cela. Nous avons donc organisé un voyage en Alberta pour Noël 2017. Angie était particulièrement excitée. Zach, en revanche, n'avait clairement aucune idée de ce qui l'attendait. Quand nous avons atterri à Edmonton et parcouru les 130 km et quelques jusqu'à la maison de mes parents, ils furent complètement abasourdis devant ces épais tapis de neige blanche de chaque côté de l'autoroute. Leur montrer ma ville natale fut une expérience incroyable. Bien sûr, les enfants adorèrent passer du temps avec leurs grands-parents, mais ce qui capta le plus leur attention et nourrit leur imagination, ce fut bel et bien la neige. Il faut savoir qu'en Australie, Noël ressemble beaucoup à celui du Canada, à une différence près, le climat. L'hiver profond de l'hémisphère nord équivaut à l'été brûlant de l'hémisphère sud. Malgré toute l'iconographie hivernale et festive, en décembre, il fait parfois plus de 40 degrés à l'ombre. Je ne peux pas décrire à quel point il est déroutant de voir un restaurant décoré de fausse neige alors qu'il fait une chaleur étouffante dehors. J'ai souvent l'impression que les Australiens seraient ravis de plonger tout le pays dans une ère glaciaire pendant 24 heures, juste pour que l'ambiance corresponde enfin aux décorations de Noël. Alors, pour mes enfants, voir le décor correspondre véritablement à l'esprit de Noël était aussi magique qu'un voyage à Disneyland, pour à peu près la moitié du prix. Chaque minute dès le saut du lit, ils voulaient être dehors, dans la neige, à faire tout ce que je faisais moi-même quand j'étais gosse. Même porter des vêtements d'hiver était une nouveauté absolue pour eux. Angie dit un jour qu'elle ne savait pas si elle se sentait plus comme un Esquimau ou comme un astronaute. C'était à ce point-là étranger pour eux. Ils aimaient tellement ça que, lorsque ma femme tomba sur une publicité pour une expérience de glamping hivernal, du camping glamour, dans un endroit appelé le gîte de Jote, nous avons sauté sur l'occasion et réservé une nuit dans l'une de leurs yourtes familiales. Nous arrivâmes sur place le 22 décembre aux alentours de midi, et dès 1h30, nous étions prêts à bâtir une armée entière de bonhommes de neige. Nous jouâmes dehors pendant plusieurs heures. Puis ma femme rentra pour commencer à préparer le dîner sur le petit réchaud fourni par le gîte, dans la yourte. Les enfants et moi continuâmes à jouer, alors que le ciel commençait à s'assombrir. Après une bataille de boules de neige particulièrement féroce, au cours de laquelle mes 2 enfants avaient formé une alliance improbable contre moi, nous commençâmes à avoir très faim. La yourte n'était qu'à une 50aine de mètres. Je demandai donc à Angie de garder un œil sur son petit frère pendant que je courais rapidement vers ma femme pour m'enquérir du dîner. Elle me dit qu'il serait prêt dans quelques minutes. Je repartis donc en courant vers l'endroit où jouaient les enfants. Je retrouvai Angie en train de commencer la base d'un nouveau bonhomme de neige. Mais Zach n'était nulle part. Au début, je me dis qu'il ne pouvait pas être allé bien loin, mais après avoir regardé partout autour de moi sans le voir, je demandai à Angie où il était. Elle leva les yeux, regarda autour d'elle à son tour, et une expression de panique visible se dessina sur son visage
lorsqu'elle comprit qu'il avait disparu. Elle me regarda, la voix tremblante, et dit qu'elle ne savait pas où il était. Je crois qu'elle pensait que j'allais me mettre en colère, et, dans une certaine mesure, ce fut le cas. Mais cette colère fut instantanément écrasée par une panique absolue, totale, celle que seuls les parents peuvent ressentir et comprendre. Cette panique s'apaisa légèrement quand je réalisai que je pouvais suivre les traces de ses petites bottes dans la neige. Je suivis donc ses empreintes. Elles me menèrent jusqu'à quelque chose qui, en tant que père, me glaça littéralement le sang. Un ruisseau gelé. Et il n'était ni très large ni très profond, mais il était de la taille idéale pour qu'un enfant de 4 ans y tombe et se fasse emporter. Un enfant plus grand aurait peut-être pu traverser en sautant sur les petites pierres qui formaient un passage à l'endroit le plus étroit et le moins profond, mais si Zach était tombé plus haut, en aval, il se serait certainement fait emporter, noyé et gelé. Je courus le long des berges, scrutant l'eau à la recherche de mon fils, tout en hurlant son nom dans l'espoir qu'il m'entende et revienne en courant. Ce furent les minutes les plus terrifiantes de toute ma vie. Ma fille m'avait suivi et assistait à chaque seconde de cette panique incontrôlable, ce qui empirait les choses. Je n'ose même pas imaginer à quel point elle avait dû être effrayée. Non seulement elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais d'une certaine façon, elle se sentait responsable. Je continuais à courir le long du ruisseau, sans vraiment prêter attention à l'autre rive. Il me semblait impossible que Zach ait pu traverser seul, pas sans être submergé par le courant. Puis, soudain, je l'entendis m'appeler. Je me retournai brusquement et le vis. Il se tenait là, exactement là où je ne m'attendais pas à le trouver, de l'autre côté du ruisseau. Il n'avait ni l'air effrayé, ni stressé, ni paniqué. Il avançait tranquillement dans la neige, emmitouflé dans son manteau et ses bottes, comme si tout allait parfaitement bien. Je l'ai sans doute un peu effrayé quand je traversai le ruisseau d'un bond, courus vers lui et l'attrapai pour le serrer contre moi. Je ne le cria pas dessus, mais il dut clairement ressentir ma détresse émotionnelle car il s'était mis à pleurer en voyant sa sœur qui était elle-même en larmes. Je le portai jusqu'à la yourte où nous fûmes accueillis par ma femme à la fois très confuse et énervée. Quand je lui expliquai ce qui s'était passé, elle fut d'abord en colère contre moi, puis contre notre fille, puis de nouveau contre moi. Nous étions tous dans un état lamentable. Mais surtout, nous étions incroyablement soulagés d'avoir retrouvé Zach et de ne pas être sur le point de lancer une alerte enlèvement. Une fois que nous fûmes un peu calmés, nous avons mangé. Puis ma femme et moi avons commencé à préparer les enfants pour le coucher. Mais avant d'emmener Zach, qui était alors complètement épuisé, je lui posai une question qui me trottait dans la tête depuis le repas. Je lui demandais simplement comment il avait traversé le ruisseau. Jusqu'à maintenant, je m'étais focalisé sur le soulagement de l'avoir retrouvé sain et sauf, mais cette question était restée en suspens. Il me semblait impossible qu'il ait traversé seul. Je voulais comprendre. Et sa réponse me glaça d'effroi. Il dit que le bonhomme de neige l'avait porté. Évidemment, aucun bonhomme de neige n'avait porté mon fils à travers un ruisseau glacé. Mais quelqu'un l'avait fait. Rien que l'idée me donna la nausée. Avec toute la douceur du monde, je lui dis que ça ne pouvait pas être un bonhomme de neige. Je lui demandai très délicatement si le bonhomme de neige dont il parlait était en réalité une personne vêtue de blanc ou quelqu'un avec de la neige dans les cheveux ou sur les épaules, quelque chose comme ça. Il secoua la tête et répéta que le bonhomme de neige l'avait porté. Puis, avant que je ne puisse lui poser une autre question, il avait fermé les yeux et s'était endormi. Il n'eut le temps de dormir que 5 à 10 minutes. Je racontai immédiatement à ma femme ce que Zach venait de dire. À peine quelques minutes plus tard, nous étions en train de ranger nos affaires, d'habiller les enfants et de marcher vers la voiture. Ce qui s'était passé était très étrange, mais une chose était sûre, quelqu'un avait tenté d'enlever mon fils. Peut-être seulement 1 minute ou 2 et, Dieu merci, cette personne avait décidé de le relâcher. Peut-être avait-elle entendu mes cris, peut-être avait-elle compris que je pouvais la rattraper. Quoi qu'il en soit, je remercie le ciel que cela se soit terminé ainsi. Il était hors de question que nous passions la nuit là-bas en sachant qu'un potentiel kidnappeur rôdait dans les parages. Nous avons prévenu un représentant du camping en partant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ensuite, mais nous n'allions clairement pas rester pour le découvrir. Nous sommes directement rentrés à la maison, sans même penser à demander un remboursement tant nous étions secoués. Le lendemain matin, je contactai la police pour leur expliquer ce qui s'était passé. Moins de 24 heures plus tard,
Ils nous rappelèrent pour confirmer nos pires craintes. De l'autre côté du ruisseau, à côté des petites empreintes de mon fils, se trouvaient des empreintes beaucoup plus grandes. Des empreintes qui, j'en suis convaincu, appartenaient à la personne qui l'avait emmené. Plus tard, Zach se rappela finalement que la personne qui l'avait pris portait un chapeau blanc ou au moins des vêtements clairs. Il expliqua que cette personne l'avait porté à travers les bois pendant 1 minute ou 2, puis l'avait reposé avant de repartir. Ensuite, il avait entendu mes cris et s'était dirigé vers ma voix, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Je lui demandai si l'homme lui avait parlé. Il répondit que non. Je lui demandai s'il avait eu peur et, bizarrement, il répondit aussi non à cette question. Mon fils n'était pourtant pas du genre à faire confiance aux inconnus. Il n'était ni particulièrement sociable, ni imprudent. Ce n'était pas dans sa nature de rester calme si un étranger le prenait dans ses bras. Mais quand je lui demandai s'il avait pleuré, crié ou résisté quand cet étranger était apparu et l'avait emporté, Zach répondit que non. Peut-être pensait-il que c'était moi. Peut-être était-il encore sous le charme de ce paysage féerique irréel. Peut-être était-il simplement fatigué. Mais quand je repense à un inconnu attrapant mon fils sans qu'il n'émette le moindre bruit, un frisson me parcourt encore l'échine aujourd'hui. Aïe autres fidèles, j'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre ressenti. Si vous avez des histoires à raconter, de préférence des expériences personnelles, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires connues ou moins connues que vous aimeriez me voir traduire et m'écouter lire, faites-moi en part en commentaire. Un grand merci aux abonnés Tipeee qui soutiennent la chaîne et donc tous les projets en cours. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description et en top commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres frissons, d'autres histoires d'horreur en ma compagnie.